Salut bien, salut, j'espère que vous êtes bon et moi aussi, je suis très bien, je suis très bon. Ok, aujourd'hui on va parler du chapitre programmation en C et vraiment c'est un chapitre énormément vaste, ou bien je dirais encore énormément vaste, mais c'est pour cette raison que j'ai essayé de scinder tout ça dans des parties, c'est-à-dire dans ces vidéos, vous allez voir les parties programmation en C, première partie, deuxième partie, troisième partie, et jusqu'à ANM partie, jusqu'à on arrête. C'est pour cette raison que je vous demande de regarder ces vidéos. Ça peut arriver que c'est la première fois que vous regardez nos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Ok, on va entamer la programmation. On va commencer par le sommaire. Ok, c'est parti. Comme je viens de le dire, restez connecté le début jusqu'à la fin pour ne rien rater ou bien pour bien comprendre. Ok, on va commencer par le sommaire ou bien communément appelé plan du cours. Ce qui concerne le plan du cours, dans ce cours, on va voir les bases de la programmation en C, les types de composés, les pointeurs, les fonctions, les directives, les processeurs, la gestion des fichiers. Ok, ça concerne les plans du cours ou bien ce qu'on va se focaliser sur ce cours. Ok, par le premier point qui dit les bases de la programmation en C. Comme base de la programmation en C, on a premièrement historique, on a la compilation, on a les composants élémentaires du C, on a les structures d'un programme C, on a les types prédéfinis, les constantes, les opérateurs. On a aussi les instructions de branchement conditionnel, on a aussi les boucles. On a les instructions de branchement non conditionnel, les fonctions d'entrée-sortie classiques. On a aussi la convention des critères d'un programme. Ok, les bases de programmation en C, comme on vient de le dire, commençons par le point historique. Historique de C. Donc, le langage C a été conçu en 1972 par Dennis et Ken Thompson. Chercheurs au Bell Labs avait de développer un système d'exploitation Unix sur INDEC PEDP-11. En 1978, Bia-Ken et Denis Lichy publient la définition classique d'IC dans le livre de C Programming Language. Il devait populaire dans les années 80. Présence sur le marché des compilateurs comportant des extensions particulières, l'ANSI, American National Standardized Institute, normalisa le langage en 1983 et aboutissant en 1989 à la même définition de la norme ANSI. L'ISO, International Standard Organization, l'a repris tel qu'en 1990. Il existe beaucoup de langages de programmation. Il y a aussi Fortran, il y a COBOL pour la gestion, il y a Pascal qui est un langage ancien, il y a Ada pour les grandes applications, il y a aussi Java, sans oublier aussi qu'il y a des JavaScript, il y a aussi des langages comme HTML, des langages comme CSS, C++, et ainsi d'autres. Ce sont des langages de haut niveau par l'opposition au langage de machine à l'assemblée dit de bas niveau. C'est-à-dire que le langage C est un langage de haut niveau contrairement aux autres langages. Ok, pour qu'on programme en C, il y a les principaux points ou bien les points qu'on ne peut pas ignorer. Il y a premièrement le programme source avec le compilateur, il y a aussi le programme objet, il y a aussi éditeur de liens, il y a aussi programme exécutable,
qui varie en fonction des données et en fonction des données, il donne des résultats. Pour le moment, on va voir la compilation. Qu'est-ce que la compilation? C'est-à-dire que le langage, c'est un langage compilé, contrairement aux autres langages, c'est-à-dire pas l'opposition au langage interprété. Un programme C est décrit par un fichier texte appelé fichier source, non exécutable par le microprocesseur. Il faut le traduire en langage machine. Cette traduction est effectuée par un programme appelé compilateur. La compilation se compose en fait de 4 phases successives. La première phase, il y a le traitement par les processeurs. Les fichiers, c'est-à-dire que les fichiers sources analysés par le processeur qui effectuent des transformations purement textuelles, remplacement des chaînes de caractères, inclusion d'autres fichiers sources, etc. En deuxième position, c'est-à-dire la deuxième phase, il y a la compilation. La compilation, par la compilation, il s'agit de la traduction du fichier généré par le processeur en assembleur. Une suite d'instructions des microprocesseurs utilisant des mnémoniques rendant la lecture possible. Il y a aussi la troisième phase appelée assemblage. Cette opération transforme le code assembleur en un fichier binaire, instruction directement compréhensible par le processeur. Généralement, la compilation et l'assemblage se font dans la foulée, sauf si l'on spécifie explicitement que l'on veut le code assembleur. Le fichier produit par l'assembleur est appelé fichier produit, c'est-à-dire fichier objet, pas produit. Et la quatrième phase, il y a l'éditeur de liens. Si un programme est séparé en plusieurs fichiers sources, ou bien s'il est fait appel à des librairies de fonctions standard déjà écrites, une fois que le code source est assemblé, il faut donc lier entre eux les différents fichiers objets. L'édition des liens produit alors un fichier dit exécutable. Et voilà, les différents types de fichiers utilisés lors de la compilation sont distingués par les suffixes. Les fichiers sources sont suffixés par C, les fichiers pré-traités par le préprocesseur par les I, les fichiers assembleurs par S et les fichiers objets par Z par les O. Les fichiers objets correspondant aux librairies précompilées ont pour suffixe A. Le compilateur est C. Sur Unix s'appelle CC. Parmi ceux qui sont disponibles pour Windows, on utilisera Dev C++ développé par Bradsheet Software. Il y a aussi les composants alimentaires du C. Et parmi les composants alimentaires du C, il y a des identificateurs de mots-clés. Mais pour les composants élémentaires, il s'agit d'un programme en langage C est constitué de 6 groupes de composants élémentaires suivants. Il y a les identificateurs, comme je viens de le dire, il y a les mots-clés, il y a les constantes, les chaînes de caractères, les opérateurs, des signes de ponctuation. Il y a aussi des commentaires qui sont enlevés par le préprocesseur, c'est-à-dire que lorsqu'on compile, les commentaires ne se présentent pas parmi les produits ou bien les résultats qu'on va avoir. Premièrement, on a les identificateurs. L'identificateur donne un nom ou une entité du programme. Il peut désigner des points, un nom de variable ou fonction. Il peut désigner un type défini par type définition strict, union ou une étiquette. Un identificateur est une suite de caractères parmi
les lettres, c'est-à-dire les minuscules ou majuscules, mais non accentuer les chiffres, le blanc souligné entre parenthèses, communément appelé underscore. Le premier caractère d'un identificateur ne peut pas être un chiffre. Par exemple, valeur 23, TT, RT, 3, 2 sont des identificateurs valides. Exemple 3, WR, 0 plus SSS sont invalides parce que la théorie d'Oron nous dit que le premier caractère d'un identificateur ne peut pas être un chiffre, c'est-à-dire qu'il doit être en lettres. Deuxièmement, il est de conseil d'utiliser le underscore au début d'un programme car il sert à définir les variables globales de l'environnement C, c'est-à-dire du langage C. Les majuscules et les minuscules sont différenciés. Il y a les mots-clés. Certains nombres de mots appelés mots-clés sont réservés pour le langage lui-même et ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs. L'ANSI compte 32 mots-clés. Autoconst, double, float, int, short, struct, unsigned, break, continue, else, for, wrong, signed, which, void, case, default, enums, got, register, size of, type, def, volt, char, do, extend, if, return, static, union, while. Voilà les 32 mots que l'ANSI compte pour le langage C. Il y a aussi les commentaires. Un commentaire débute par le slash astérisque et se termine par l'astérisque et le slash. Exemple, comme vous le voyez, c'est-à-dire qu'on commence par le slash, et puis on écrit astérisque, et puis on écrit le commentaire de la phrase signifiant un commentaire que vous voulez donner, c'est une telle chose, et puis vous fermez par astérisque et slash. On ne peut pas imbriquer des commentaires. Quand on met en commentaire un morceau de programme, il faut donc veiller à ce que celui-ci ne contienne pas de commentaires. La structure d'un programme en C. Un programme C est constitué de fonctions. Les fonctions ont une même structure. Type retourné, node type, nom, type et node de paramètres. Et on ouvre les accolades et puis on déclare les instructions et puis on ferme. Cette fonction retournera un objet dont le type sera type les tourner à l'aide d'une instruction comme return objet. Les fonctions principales s'appellent main. C'est-à-dire que la fonction principale est appelée main. Sans cette fonction, on ne peut pas programmer en C. Après avoir écrit la fonction main complète du programme, vous commencez par les directives hop les processeurs, puis vous déclarez les variables externes. Vous faites entrer les fonctions secondaires, et puis on commence par main et vous ouvrez les accolades, et puis la déclaration de variables internes et instructions, la fonction, et puis vous fermez. La fonction main peut avoir des paramètres formels. Une expression est une suite de composés élémentaires, syntaxe schema collecte, par exemple, x égale 0, ou bien i supérieur ou égal à 0, ou i inférieur à 10, puis i égale 0. Une instruction est une expression suivie d'un point-virgule.
Le point virgule signifie en quelque sorte évaluer cette expression. Plusieurs instructions peuvent être rassemblées par des accolades et pour former une instruction composée ou bloc qui est syntaxiquement équivalent à une instruction. Par exemple, if x égale 0, z égale y, y sur x, point virgule, t égale y modulo x, point virgule, et puis vous fermez l'accolade. Une instruction composée d'un spécificateur de type et d'une liste d'identificateurs séparés par une virgule est une déclaration. Par exemple, int a, puis vous terminez par un point virgule, int b égale 1, virgule c, point virgule, double x égale 2, virgule 3, 8 et 4, point virgule, caractère message 4v, et ainsi d'autres, et puis vous fermez par point virgule. En C, toute variable doit faire l'objet d'une déclaration avant d'être utilisée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser une variable que vous n'avez pas décalée parmi les instructions. Les autres fonctions que main peuvent être placées indifféremment avant ou après la fonction principale. Les arguments de la fonction obéissent à une syntaxe voisine de série de déclarations. On met en argument de la fonction une suite d'expressions type d'objets séparés par des virgules. Par exemple, la fonction secondaire suivante calcule le produit de deux entiers. Vous voyez comme programme, il y a int produit, int a, int b. Vous ouvrez les accolades, int résultat égale a fois b, point virgule, return résultat, point virgule, puis vous fermez les accolades. Il y a aussi les types prédéfinis. Le C est un langage typé. Toute variable, constante ou fonction est un type précis. Le type d'un objet définit de la façon dont il est présenté en mémoire. La mémoire de l'ordinateur se décompose en une suite continue d'octets. Chaque octet de la mémoire est caractérisé par son adresse, qui est un entier. Pardon. Des octets contigus en mémoire ont des adresses qui diffèrent d'une entité. Quand une variable est définie, il lui est attribué une adresse. Cette variable correspondra à une zone mémoire de la longueur. Le nombre d'octets est fixé par le type. La taille mémoire correspondant aux différents types dépend des compilateurs. Toutefois, la norme ANSI spécifie un certain nombre de contraintes. Les types de base en C concernent les caractères, les entiers et les front-end, c'est-à-dire les nombres réels. Ils sont désignés par les mots-clés suivants: char, qui signifie caractère, int, qui signifie entier, float, qui signifie réel, double, short, long, unsigned. Les types de caractères. Le mot-clé caractère char désigne un objet de type caractère. Un char peut contenir n'importe quel élément du jeu de caractères de la machine utilisée. Un objet de type char est codé sur un octet.
c'est l'objet le plus élémentaire en C. Le type de caractère. Le jeu de caractères utilisé correspond généralement au codage ASCII sur 7 bits. La plupart des machines utilisent désormais le jeu de caractères ISO 8859 sur 8 bits, dont les 128 premiers caractères correspondent au caractère ASCII. Les 128 derniers caractères codés sur 8 bits sont utilisés pour les caractères propres aux différents langages. La version ISO 8859-1, aussi appelée Isolated 1, est utilisée pour le langage de l'Europe occidentale. Exemple, le caractère de code 232 et le caractère 233 correspond au E, etc. Le type de caractère en C peut être assimilé à un entier. Tout l'objet de type caractère peut être utilisé dans une expression qui utilise des objets de type entier. Exemple, si c'est de type caractère, l'expression C plus 1 est valide. Elle désigne le caractère suivant dans le code ASCII. Voilà le tableau de code AS pour le caractère imprimable. Exemple, le programme suivant imprime le caractère B main, caractère C égale à, printf modulo C donne C plus 1. Voilà le tableau. Vous pouvez tout lire. Vous pouvez essayer d'utiliser quelques mots et après les utilisations, vous les utilisez sans problème, sans même regarder que vous avez bien fait. Pas de problème. Ok. On continue par les types des entiers. Un mot clé désignant le type entier est int. Comme je viens de le dire, int signifie entier. Un objet de type int est représenté par un mot naturel de la machine utilisée. 32 bits pour un DEC alpha ou un PES Intel. Le type int peut être précédé d'un attribut de précision short ou long et ou d'un attribut de représentation assigned. Un objet de type short int a au moins la taille d'un caractère et au plus la taille d'un int. En général, un short int est codé sur 16 bits. Un objet de type long int a au moins la taille d'un int 64 bits sur un DEC alpha, 32 bits sur un PES Intel. Voilà un tableau illustrant les caractères short, les int long, int long, les DEC alpha, les PES Intel, et ainsi d'autres. Vous pouvez regarder sérieusement, c'est très intéressant. Voilà que le caractère dans le DEC alpha qui a 8 bits, dans le PES Intel Unix il a aussi 8 bits, ce sont des caractères. Comme vous le voyez, sont très semblables. La différence c'est la dernière ligne seulement pour les entiers lots. Si 16 bits, le valeur vaut de D moins D exposé 15 qui est égal à moins 32 768 à 2,15, c'est-à-dire l'opposé de l'autre, mais moins 1. Si 32 bits, on a comme valeur les entiers relatifs. De moins D exposé 31 à D exposé 31 moins 1. Les opérations sont plus, moins, fois et division, c'est-à-dire la division entière
par expression de la partie fractionnaire, c'est-à-dire qu'on divise et on trouve une réponse, ça reste. Et un modulo qui est reste de la division, c'est pour le cas de la division euclidienne. Plus généralement, les valeurs maximales et minimales de différents types entiers sont définies dans la librairie standard limit.h. Le mot-clé sizeof a pour syntaxe sizeof égale expression, où expression est un type ou un objet. Le résultat est un entier égal au nombre d'octets nécessaires pour stocker le type ou l'objet, par exemple. Par exemple, assigned short x, taille égale size of x, dans le cas, taille vaudra 4. Le réel, le type flottant. C'est le type float avec une représentation en flottant de la forme 1,25x 10 exposé à moins 4. Ils sont représentés en général 32 bits avec 6 chiffres significatifs et une taille comprise entre 10 exposé à moins 38 et 10 exposé plus 38. Les opérateurs sont plus, moins, multiplication, division entière et ainsi d'autres. Il y a aussi des conversions entre divers types. Si x par exemple est un type float, x plus 1 est de type float aussi. Il y a aussi un type double pour le réel en double précision et un type long double. La taille d'un float est montrée dans le tableau suivant. Vous voyez qu'un float qui a 32 bits dans le deck alpha a aussi 32 bits dans le PC Intel. Et comme je viens de le dire pour le tableau ci-haut, vous voyez que long double pour le deck alpha il y a aussi 64 bits, mais pour le PC Intel il y a 128 bits, c'est-à-dire le double. Les fronts sont généralement stockés en mémoire sous la représentation de la virgule flottante normalisée. On écrit le nombre sous la forme signe 0, mantis, b exposant. En général, b égale 2. Le digit le point fort de la mantis n'est jamais nul. Un float est donc représenté par une suite de bits, dont le bit de point fort correspond au signe de nombre. Le champ du milieu correspond à la représentation binaire de l'expose, alors que les bits de point faible servent à représenter la mantis. Il y a aussi des constantes. Une constante est une valeur qui apparaît littéralement dans le code source d'un programme. Le type de la constante est déterminé par la façon dont la constante est écrite. Les constantes peuvent être de 4 types: entier, flottant, caractère et numération. Ces constantes vont être utilisées par exemple pour initialiser une variable. Les constantes entières. Une constante entière peut être représentée de 3 manières différentes suivant la base dans laquelle elle est écrite. Peut-être par la manière décimale, par exemple 0 et 2, 4, 3, 7, 3, 4, 8 sont les constantes entières décimales. Il y a aussi octave. La représentation octave d'un entier correspond à sa décomposition en base 8. Les composantes octaves doivent commencer par un 0. Il y a aussi l'hexadécimal. La représentation hexadécimale d'un entier correspond à la décomposition en base 10. Les lettres de A à F sont utilisées pour représenter le nombre de 10 à 15.
Les composantes hexadécimales doivent commencer par OX ou OX avec OX avec O majuscule et OX toutes les majuscules. Par exemple, les représentations hexadécimales de 14 et 255 sont respectivement OXE et OXFF. Les composantes réelles. Les composantes réelles sont représentées par la notation classique par mantis et exposant. L'exposant est introduit par la lettre E ou E. Il s'agit d'un nombre décimal éventuellement signé. Par défaut, une constante réelle est représentée avec un format du type double. On peut cependant influencer la représentation interne de la constante en lui ajoutant index fixe f, indifféremment f, grand F ou I indifféremment R. Les suffixes f et f forcent la représentation de la constante sous forme d'un float. Les suffixes I et R forcent la représentation sous forme d'un lot double. Il y a les constantes caractères. Pour désigner un caractère imprimable, il suffit de le mettre entre apostrophes, par exemple A ou S. Les seuls caractères imprimables qu'on ne peut pas représenter de cette façon sont l'artisra et l'apostrophe, qui sont respectivement désignés par les deux antislash et l'antislash. Le point d'interrogation et les guillemets peuvent aussi être désignés par les notations l'antislash point d'interrogation et l'antislash guillemets. Les caractères non imprimables peuvent être désignés par la slash code octal ou code octal et le code en octal du caractère. On peut aussi écrire slash cx code extra ou code et le code octal du caractère. Exemple, // 33 et /xmb désignent le caractère escape. Toutefois, les caractères non imprimables les plus fréquents disposent aussi d'une notation plus simple. N, nouvelle ligne, T, tabulation horizontale, V, tabulation verticale, B, retour annuel, R, retour chariot, F, sauvetage et A, signal d'alerte. Les composantes chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est une suite de caractères entourée par deux guillemets. Par exemple, ceci est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères peut contenir des caractères non imprimables désignés par les représentations vues précédemment. À l'intérieur d'une chaîne de caractères, le caractère doit être désigné par l'antislash guillemets. En fait, le caractère antislash suivi d'un passage à la ligne est ignoré. Cela permet de faire tenir de longues chaînes en caractères sur plusieurs lignes. Par exemple, ceci est un longue chaîne de caractères. Pour le moment, on va voir ce qui concerne les opérateurs. Parmi les opérateurs, on va voir l'affectation, on va voir aussi les opérateurs arithmétiques. Commençons par l'affectation. En C, l'affectation est un opérateur à part entière. Elle est symbolisée par le signe égal. Sa syntaxe est la suivante: variable égale expression. Le terme de gauche de l'affectation peut être une variable simple, un élément de tableau, mais pas une constante. Cette expression possède une valeur qui est de celle de l'expression. Exemple, expression I égale 5 fois 5.
L'affectation effectue une conversion de type implicite. La valeur de l'expression terme de droite est convertie dans le type du terme de gauche. Les bases de la programmation concernant les opérateurs. Cette expression possède une valeur qui est cette expression. Voyez par exemple un programme main int ig égale 2, front x égale 2,5, i égale j plus x égale x plus 1, c'est-à-dire pour x on affecte pour le x suivant. Ce programme imprime pour x la valeur 6,5 et non 7, car dans l'instruction i égale j plus x, l'expression j plus x a été convertie en entier. Voilà les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques classiques sont l'opérateur linéaire, changement de signe, ainsi que les opérateurs binaires, l'addition, soustraction, multiplication, division, et le modulo qui est le reste de la division. Les opérateurs arithmétiques classiques sont l'opérateur linéaire, qui est le moins, changement de signe, ainsi que les opérateurs binaires, qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le reste de la division. Ces opérateurs agissent de façon attendue si les entiers comme si les flottants. Les seules spécificités sont suivantes. Le C ne dispose que de la notation pour désigner à la fois la division entière et la division entre flottes. Si les deux opérandes sont de type entier, l'opérateur produira une division entière quotient de division. Par contre, il dérivera une valeur flottante dès que l'un des opérateurs est en flotte. Flotte x égale 3 sur 2, c'est-à-dire un commentaire affecte à x la valeur 1 et x affecte à x la valeur 1,5. Opérateur modulo ne s'applique qu'à des opérandes de type entier. Si l'un des deux opérandes est négatif, le signe du reste dépend de l'implémentation, mais il en est général de la même, celui du dividende. Notons en fait qu'il n'y a pas en C l'opérateur effectuant l'évaluation à la puissance. De façon générale, il faut utiliser la façon pour x, y de la librairie math.h pour calculer x exposé à y. Il y a aussi les opérateurs relationnels strictement supérieurs. Il y a supérieur ou égal, il y a strictement inférieur, inférieur ou égal, égal, différent, et le syntaxe est expression 1, op, expression 2. Les opérateurs relationnels, comme je viens de le dire, les deux expressions sont évaluées puis comparées. La valeur rendue est du type int. Il n'y a pas de type booléen en C. Élevons 1 si la condition est vraie et 0 sinon. Il ne faut pas confondre l'opérateur de test d'égalité avec l'opérateur d'affectation. Le programme ci-contre imprime à l'écran A et B sont égaux. Voilà, vous commencez par main, vous ouvrez les accolades, int A égale 0, int B égale 1. If A égale B, printf guillemets à la ligne A et B sont égaux. On affiche ça à la ligne. Else printf A égale B sont différents.
Il y a aussi les opérateurs logiques booléens. Et logique, le ou logique, négation logique. Comme pour les opérateurs de comparaison, la valeur retournée par ces opérateurs est un int qui vaut 1 si la condition est vraie et 0 si non. Dans une expression de type, l'expression OP, l'expression OPD, l'évaluation se fait de gauche à droite et s'arrête dès que le résultat final est déterminé. Dans cette partie, la dernière clause ne sera pas évaluée s'il n'est pas entre 0 et 9. Dans une expression de type, l'expression 1, op 1, expression D, op D, expression N, l'évaluation ne se fait de gauche à droite et s'arrête dès que le résultat final est déterminé. Dans cette partie, la dernière clause ne sera pas évaluée si I n'est pas entre autres 0 et 9. L'opérateur logique bit à bit. Les 6 opérateurs suivants permettent de manipuler des entiers au niveau du bit. Ils s'appliquent aux entiers de toute longueur, short, int ou long, signé ou non. Il y a le et, il y a le ou exclusif, il y a décalage à gauche, ou inclusif, il y a le complément à 1, décalage à droite. En pratique, les opérateurs et habitent les opérations suivantes. Et consiste à appliquer bit. Vous voyez le tableau, les 3 tableaux. L'opérateur inner change la valeur de chaque bit d'un entier. Le décalage à droite et à gauche effectue respectivement une multiplication et une division par une puissance de D. Ces décalages ne sont pas des décalages circulaires. Ce qui passe disparaît. Voilà ce tableau. Il y a des valeurs, il y a binaire et décimal, il y a l'expression. Et voilà, pour le moment, on va voir les opérateurs d'affectation composés. Les opérateurs d'affectation composés sont plus, égal, moins, astérisque, slash, égal, modulo, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pour tout opérateur op, l'expression 1 op égale expression 2 est équivalent à l'expression 1, expression 2 op, expression 2. L'expression est évaluée une seule fois pour l'affectation composée. Les opérateurs d'incrémentation et de la décrémentation. Les opérateurs d'incrémentation plus plus et de la décrémentation moins moins s'utilisent aussi bien en suffixe i plus plus qu'en préfixe plus plus i. Dans les deux cas, la variable i sera incrémentée. Toutefois, dans la notation suffixe, la valeur retournée sera l'ancienne valeur de i, alors que dans la notation préfixe sera la nouvelle. Voilà par exemple, it a égale 3, b, c, b égale plus a, c'est-à-dire qu'on a affecté a et b valent 4, c égale b c'est-à-dire qu'on a affecté aussi. Il y a aussi l'opérateur virgule. Une expression peut être constituée d'une suite d'expressions séparées par des virgules. Cette expression est alors évaluée de gauche à droite.
sa valeur sera la valeur de l'expression de droite. Voilà par exemple le programme. C'est que le virgule est utilisé lorsqu'on a deux caractères. Il y a aussi l'opérateur conditionnel ternaire. L'opérateur conditionnel et l'opérateur ternaire. Sa syntaxe est la suivante. Condition, expression 2. Cette expression est égale à l'expression 1 si condition est satisfaite et à l'expression des sinon. L'opérateur conditionnel ternaire, par exemple, l'expression x supérieure ou égale à 0 d'un nombre, de même l'instruction m égale a supérieur à b, a divisé par b, affecte à m le maximum de a et de b. Il y a l'opérateur de convention de type. Opérateur convention type appelé cast permet de modifier explicitement le type d'un objet. On écrit type objet. Voilà à droite un exemple. Il y a aussi l'opérateur d'adresse. L'opérateur d'adresse est appliqué à une variable. Il retourne l'adresse mémoire de cette variable. Le syntaxe est et l'objet. Voilà les règles de propriété des opérateurs dans ce tableau. Vous voyez, tous les opérateurs, tous les caractères, tout ça sont synthétisés dans son tableau. Voilà pour le moment, on va voir les instructions de contrôle. On appelle instruction de contrôle toute instruction qui permet de contrôler le fonctionnement d'un programme. Parmi les instructions de contrôle, on distingue les instructions de blanchiment et les instructions de répétition, itération ou boucle. Les instructions de blanchiment permettent de déterminer quelles instructions seront exécutées et de quel ordre. Les instructions de répétition, itération ou boucle permettent de rappeler une série d'instructions tant qu'une certaine condition n'est pas vérifiée. Il y a aussi blanchiment conditionnel if-else. La forme la plus générale est celle-ci. If expression 1, instruction 1, else if expression 2, instruction 2. Avec un nombre quelconque de else if, le dernier else est toujours facultatif. La forme est la plus simple. If expression instruction. Chaque instruction peut être un bloc d'instructions. Il y a un branchement multiple. Il y a switch. Sa forme la plus générale est celle-ci. Si la valeur de l'expression est égale à ligne de constante, la liste d'instructions correspondant à exécutée. Sinon, la liste d'instructions M correspondant à défaut est exécutée. L'instruction défaut est facultative. Il y a les boucles, les instructions d'itération. Ils ont une des trois formes suivantes. Boucle pour c'est-à-dire en anglais for, boucle tant que faire, c'est-à-dire le while, boucle tant que faire tant que do while. Par la boucle while, le syntaxe de while est la suivante. While expression instruction, tant que expression est vérifiée, instruction est exécutée. Si l'expression est nulle au départ, l'instruction
ne sera jamais exécuté. L'instruction peut évidemment être une instruction compose. Le programme suivant imprime les entiers de et à 9. Voilà par exemple le programme. On a essayé d'initialiser le i à 1, while i inférieur à 10, printf i modulo i, i++. Il y a aussi le boucle do while. Pour effectuer le test de continuation, après avoir exécuté l'instruction, on utilise la boucle do while. Sa syntaxe est do while instruction while. L'instruction sera exécutée tant que l'expression sera non liée. Cela signifie que l'instruction est toujours exécutée au moins une fois. Pour saisir au clavier un entier entre 1 et 10, vous pouvez utiliser ce programme. Int a do, printf entrer en entier entre 1 et 10, scanf modulo a, while a inférieur ou égal à 0, a supérieur ou égal à 0. Il y a aussi le boucle for. Sa syntaxe est commencer par for et puis instruction. Une version équivalente plus intuitive est expression 1, while, expression 2, instruction, expression 3. Il y a boucle for, sa syntaxe qui est celui-ci comme je viens de le dire. À la fin de ce boucle, i vaudra 10. Les trois expressions utilisées dans une boucle for peuvent être constituées de plusieurs expressions séparées par des virgules. Cela permet par exemple de faire plusieurs initialisations à la fois. Voilà par exemple, on demande de calculer le factoriel d'un entier. On peut écrire int n i fact for i égale 1, fact égale 1, i inférieur ou égal à n, i suivant, c'est-à-dire on affecte i, printf modulo n fact. On peut également insérer l'instruction fact i dans la boucle for, ce qui donne int n i fact for i égale 1, fact égale 1, ainsi d'autres. On évitera tout ce type d'acrobatie qui n'apporte rien et rend le programme difficilement lisible. Il y a aussi les blanchiments non conditionnels, c'est-à-dire blink. L'instruction blink peut plus généralement être employée à l'intérieur de n'importe quelle boucle. Elle permet d'interrompre le déroulement de la boucle et passe à la première instruction qui suit la boucle. En cas de boucle imbriquée, blink fait sortir de la boucle la plus interne. Le programme suivant peut nous aider à comprendre ça. Voilà main qui est la fonction principale. Il y a int i for i égale 0, i inférieur à 5, i++. C'est-à-dire que i va varier de 0 à 5, à 4. I ne va pas avoir la valeur 5. If i égale 3, blink, printf valeur de i et à sortir de la boucle. En cas de boucle imbriquée, blink fait sortir de la boucle la plus interne, comme je viens de le dire. Voilà le même exercice, le même exemple. Il y a aussi les blanchiments non conditionnels continus. L'instruction continue permet de passer directement autour de la boucle suivante, sans exécuter les autres instructions de la boucle. Ainsi, le programme peut nous aider à comprendre cela.
Il y a aussi le blanchiment non conditionnel continu, comme je vous le dis. Il y a aussi les fonctions d'entrée-sortie classiques. Il s'agit de fonctions de la librairie standard Studio.h utilisées avec des unités classiques d'entrée-sortie qui sont respectivement le clavier et l'écran. Si c'était compilateur, l'appel à la librairie Studio.h par directive au préprocesseur include, vous ouvrez la balise, vous écrivez Studio.h. Il n'est pas nécessaire pour utiliser printf et scanf. La fonction d'écriture printf. La fonction print est une fonction d'impression formatée, ce qui signifie que les données sont converties selon le format particulier choisi. Sa syntaxe est printf, chaîne de contrôle, expression, ainsi d'autres, puis vous fermez les parenthèses. La chaîne de contrôle contient le texte à afficher et les spécifications de format correspondant à chaque expression de la liste. Les spécifications de format ont pour but d'annoncer le format des données à visualiser. Elles sont introduites par le caractère modulo suivi d'un caractère désignant le format d'impression. Les bases de la programmation en C, il y a aussi les fonctions d'entrée-sortie, fonctions d'écrit et printf. En plus du caractère donnant le type de données, on peut éventuellement préciser certains paramètres du format d'impression qui sont spécifiés entre le modulo et le caractère de conversion dans l'ordre suivant. Largeur minimale du champ d'impression. Modulo 10D spécifie que au moins 10 caractères seront réservés pour imprimer l'entier. Par défaut, la donnée sera cadrée à droite du champ. Le signe moins avant le format signifie que la donnée sera cadrée à gauche du champ. Modulo 10D. Il y a aussi la précision. Modulo 12F signifie qu'un flottant sera imprimé avec 12 chiffres après la virgule. De même, modulo 10.df signifie que l'on réserve 12 caractères incluant le caractère. Pour imprimer le float, que 2 d'entre eux sont destinés aux chiffres après la virgule. Lorsque la précision n'est pas spécifiée, elle correspond par défaut à 6 chiffres après la virgule. Pour une chaîne de caractères, la précision correspondant au nombre de caractères imprimés. Modulo 30.4 S signifie que l'on réserve un champ de 30 caractères pour imprimer la chaîne, mais que seulement les 4 premiers caractères seront imprimés suivis de 26 blancs. Voilà quelques exemples de programmes. Là aussi d'autres exemples qui montrent ce qu'on vient de voir. Quelque chose concernant les virgules plutôt, pas les virgules, ce sont des virgules. Voilà aussi, il y a les fonctions de saisie scanf. La fonction scanf permet de saisir des données au clavier et de les stocker aux adresses spécifiées par les arguments de la fonction. Sa syntaxe est scanf, chaîne de contrôle, argument, et ainsi d'autres. La chaîne de contrôle indique le format dans lequel les données lues sont converties. Elle ne contient pas d'autres caractères, notamment $n, /n. Comme pour printf, les conversions de format sont spécifiées par un caractère précédé du signe modulo. Le format valide pour la fonction scanf diffère légèrement de celui de la fonction printf.
Les données à entrer au clavier doivent être séparées par des blancs ou des titans, sauf s'il s'agit de caractères. On peut toutefois fixer le nombre de caractères de la donnée à lire. Exemple, modulo 3S pour une chaîne de 3 caractères, modulo 2 pour un entier qui s'étend sur 10 chiffres signe inclus. Voilà quelques fonctions d'entrée-sortie. Le tableau de format saisi pour fonction scanif. Voilà par exemple include studio main int i printf entrer un entier sous forme hexadécimale i scanif modulo x et i printf i égale modulo. Si on entre au clavier la valeur est A, le programme affiche i égale 26. L'impression électrique de caractères. Les fonctions getChar, putChar permettent respectivement de lire et d'imprimer des caractères. Ce sont des fonctions d'entrée-sortie non formatées. La fonction getChar retourne un int correspondant au caractère lu. Pour mettre le caractère lu dans une variable caractère, on écrit caractère égale getChar. Lorsqu'elle détecte la fait d'un fichier, elle retourne l'entier. EOF, end of file. Valeur définie dans la librairie studio.h. En général, la constante EOF vaut -1. La fonction putChar écrit caractère sur la sortie standard putChar caractère. Elle retourne un int correspondant à l'entier lit ou à la constante EOF en cas d'erreur. Le programme suivant lit un fichier et le recopie en caractère à l'écran. Via include studio .h, il y a main, char qui signifie caractère y, c get char, et ainsi d'autres. Voilà quelques exercices d'application. Vous pouvez afficher Hello World. Il y a aussi d'autres exercices d'application. Voilà quelques exercices. Vous pouvez tout faire et voilà que la première partie se termine par ici. Merci de nous avoir suivis. Ça, c'était la première partie. Adieu, à bientôt. Au revoir à la deuxième partie. Bonjour, nous sommes de retour avec la deuxième partie de la programmation. C'est comme on a dit la fois passée pour la première partie, après avoir achevé la première partie. On vous a convenu qu'on vous donnera la deuxième partie de la programmation. C'est ok, c'est ce moment-ci, on va continuer avec nos mots et tons. Ok, on va se focaliser pour cette partie sur les bases de la programmation en C, les types composés, les pointeurs, les fonctions, les directives, le préprocessé, la gestion des fichiers. Essentiellement, on va parler des types de composés. Parmi les types de composés, on a les tableaux, on a les structures, on a les champs de bits, on a les unions, on a les énumérations, on a définition de type composé avec type de F.
Et à la fin, on va terminer avec les exercices pour s'exercer et voir que on a compris ou non. Oui. Et voilà, le type de composé. Le type de composé dans le langage C résulte de la composition de types prédéfinis simples tels que les caractères entiers flottants. Les types composés permettent de représenter des ensembles de données organisées. Le tableau. Un tableau est un ensemble fini d'éléments de même type stockés en mémoire à des adresses contiguës. La déclaration d'un tableau a une dimension. Type, nom du tableau, nom d'éléments. Où un nombre élément est une expression constante entière positive. Exemple, la déclaration int b, int tab 10 indique que tab est un tableau de 10 éléments de type int. Cette déclaration alloue donc en mémoire pour l'objet tab un espace de 10 fois 4 octets consécutifs. Pour plus de clarité, il est recommandé de donner un nom à la constante nombre éléments par une directive au préprocesseur. Exemple, define nombre élément 10. On accède à un élément du tableau en lui appliquant l'opérateur. Les éléments d'un tableau sont toujours numérotés de 0 à un nombre élément -. Le programme suivant imprime les éléments du tableau tab. Define n10 main int tab n int i for i égale 0, i inférieur à n, printf tab modulo d, et ainsi d'autres. Un tableau correspond en fait à un pointeur vers le premier élément du tableau et son pointeur est constant. Aucune opération globale n'est autorisée sur le tableau. Notamment, un tableau ne peut pas figurer à gauche d'un opérateur d'affectation. Donc, l'instruction tab i, tab 1 égale tab 2 est collecte. Il faut effectuer l'affectation pour chacun des éléments du tableau. Voilà par exemple son programme. Voilà. Define n10 main int tab 1 n tab 2 n int i for i égale 0, i inférieur à n, ainsi d'autres. On peut initialiser un tableau lors de sa déclaration par une liste de constantes de la façon suivante. Type, nom du tableau n égale constante 1, constante 2, constante n. Voilà l'exemple. Int tab n, lil égale 1, 2, 3, 4. Main, int i, for i égale 0, i inférieur à n et i suivant, printf tab modulo d. Si le nombre de données dans la liste d'initialisation est inférieur à la dimension du tableau, seuls les premiers éléments seront initialisés. Les autres éléments seront mis à 0 si le tableau est une variable globale extérieure à toute fonction ou une variable locale de classe de mémorisation statique. Ainsi, un tableau de caractères peut être initialisé par une liste de caractères, mais aussi par une chaîne de caractères littéraires. Le compilateur complète toute chaîne de caractères avec un caractère nil. Il faut donc que le tableau ait au moins un élément de plus que le nombre de caractères de la chaîne littéraire. Voilà par exemple, define n8 char tab n. Exemple, main int i for i égale 0, i inférieur à n, ainsi d'autres. Lors d'une initialisation, il est également possible de ne pas spécifier le nombre d'éléments du tableau. Par défaut,
il correspondra au nombre de constantes de la liste d'initialisation. Voilà par exemple caractère table, exemple main, int i, printf, nombre de caractères du tableau égale n, size of tab, size of char. Ce programme imprime le nombre de caractères du tableau tab. Déclaration d'un tableau à plusieurs dimensions. Exemple pour un tableau à deux dimensions. Type du tableau, nombre de lignes, nombre de colonnes. En fait, un tableau à deux dimensions est un tableau unidimensionnel dont chaque élément est lui-même un tableau. On accède à un élément du tableau par l'extension TabEasy. Pour initialiser un tableau à plusieurs dimensions, à la compilation, on utilise une liste dont chaque élément est une liste de constantes. Voilà par exemple ce programme défini M2 define N3 int tab M N égale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, virgule 4, 5, 6. Main qui est la fonction principale, int ij for i égale 0, i inférieur à m, i on affecte i. Une structure est une suite finie d'objets de types différents. Contrairement au tableau, les différents éléments d'une structure n'occupent pas nécessairement des zones contiguës en mémoire. Chaque élément de la structure appelé membre ou champ est désigné par un identificateur. Les structures pour le moment. On distingue la déclaration d'un modèle de structure et celle d'un objet de type structure correspondant à un modèle donné. La déclaration d'un modèle de structure de l'identificateur et modèle suit la syntaxe suivante. Struct modèle, vous voulez apprendre type 1, membre 1, type 2, membre 2, type n, membre n. Pour déclarer un objet de type structure correspondant à un modèle précédent, on utilise la syntaxe struct modèle objet. Quand le modèle n'a pas été déclaré au préalable, on peut procéder comme suit. Structure modèle type 1 membre 1, type 2 membre 2, type n membre n. On accède aux différents membres d'une structure grâce à l'opérateur membre de structure noté. Le IIM membre de l'objet est désigné par l'expression membre I. On peut effectuer sur le IIM membre de la structure toutes les opérations valides sur les données de type PI. Il définit la structure complexe composée de deux champs de type double. Il calcule la norme du nombre complexe, comme par exemple, vous voyez l'exemple, c'est très clair, vous comprenez facilement avec les fonctions qu'on a déjà vues là-bas. Voilà include, et puis vous entrez math.h puisque on va jouer avec les maths, et ainsi d'autres. Les règles d'initialisation d'une structure lors de sa déclaration sont les mêmes pour que les tableaux. ANSI, c'est déjà parlé pour la première partie. On peut appliquer l'opérateur d'affectation aux structures à la différence des tables. Donc, on peut écrire main strict complex Z1, Z2, Z2 égale Z1. Il est possible ainsi de spécifier la longueur des champs d'une structure au but près si son champ est de type int ou assigned int. On précise le nombre de bits du champ avant le qui suit sans déclaration. Possède des membres actifs
qui est codé sur un seul bit et valeur qui est codée sur 31 bits. Tout objet de type struct registre est donc codé sur 32 bits. Toutefois, l'ordre dans lequel les champs sont placés à l'intérieur de ce mode de 32 bits dépend de l'implémentation. Le champ actif de la structure ne peut prendre que des valeurs 0 et 1. Aussi, si R est un objet de type struct registre, l'opération réactif plus égale 2 ne modifie pas la valeur du champ. La taille d'un champ de bits doit être inférieure au nombre de bits d'un entier. Un champ de bits n'a pas d'adresse. On ne peut donc pas lui appliquer l'opérateur et. Les champs de bits peuvent procurer des facilités dans certains cas. Ils sont surtout utiles dans des applications très techniques faisant intervenir le matériel ou le périphérique. Union désigne un ensemble de variables de types différents susceptibles d'occuper alternativement une même zone de mémoire. Une union permet donc de définir un objet comme pouvant être d'un type au champ parmi un ensemble fini de types. Si les membres d'une union sont de longueurs différentes, la place réservée en mémoire pour représenter correspond à la taille du membre le plus grand. La déclaration et les opérations sur les objets de type union sont les mêmes que celles sur les objets de type struct. Voilà l'exemple variable hier de type union jour peut être soit un entier, soit un caractère. Union, voilà cet exemple. Les unions peuvent être utiles lorsqu'on a besoin de voir un objet sous des types différents, mais en général de même taille. Le programme suivant permet de manipuler en même temps les deux champs de type assigned int d'une structure en identifiant un objet de type assigned long, en supposant que la taille d'un entier long est 2 fois celle d'un int. Il y a aussi les énumérations. Les énumérations permettent de définir un type par la liste des valeurs qu'il peut prendre. Un objet de type énumération est défini par le mot-clé enim et un identificateur de modèle suivi de la liste des valeurs qui peut prendre cet objet. En réalité, les objets de type enim sont représentés comme des int. La valeur possible constante 1, constante 2, constante n sont codées par des entiers de 0 à n-1. Par exemple, le type enim booléen défini dans le programme suivant associe l'entier 0 à la valeur fond et l'entier 1 à la valeur vraie. On peut modifier le codage par défaut des valeurs de la liste lors de la déclaration de type énuméré. Définition type composé avec type def. Pour alléger l'écriture des programmes, on peut affecter un nouvel identificateur à un type de composé à l'aide de type def. Type def synonyme. Exemple, structure complexe, type def, structure complexe, main, double double imaginaire, et ainsi d'autres. Voilà, vous pouvez faire quelques exercices. Voilà, c'est quelques exercices après notre
deuxième partie. Avec cette deuxième partie, j'espère que vous pouvez faire ces exercices. Et par exemple, écrire un programme permettant de ranger par ordre de grandeur un nombre d'une suite. C'est très facile. Écrire un programme qui réalise la multiplication d'une matrice A par A réel X, par exemple. Et ainsi d'autres exercices. Et vous allez le faire, puis comprendre. J'espère que vous allez tout bien comprendre comme un avis, ok? Merci. Ça peut arriver que c'est la première fois que vous regardez nos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sans oublier aussi de faire des partages parmi tes amis, parmi aussi tes proches, pour qu'ils aussi sachent comment coder en C, les principaux et comment écrire en code en C. Tout ça, vous allez découvrir dans ces vidéos, dans toute cette saison de vidéos qu'on est en train de vous donner. Ok, merci de nous avoir suivis. Adieu, à la prochaine partie. Salut bien. Ok, nous continuons notre activité, notre travail pour l'OC. Comme je vous ai parlé dans les parties précédentes, ici c'est la troisième partie de la programmation C. Aujourd'hui, on va continuer avec les bases, les types, les pointeurs, les fonctions, les directives, la gestion des fichiers. On va commencer par les pointeurs. Il y a des pointeurs de base, il y a les opérateurs de base et les opérateurs d'adresse, ainsi d'autres. Si on a appris la barre en haut, on va voir comment les utiliser alors. Dans la programmation, les variables permettent de stocker les informations. La valeur du variable se trouve à l'endroit spécifique dans la mémoire interne de l'ordinateur. Le nom de la variable nous permet alors d'accéder directement à cette valeur. Adressage direct, accès au contenu d'une variable, par le nom de la variable. Voilà les pointeurs par exemple. Short x égale 20, c'est-à-dire qu'on va injecter le chiffre 20 dans le tableau. Quand on ne peut pas utiliser le nom d'une variable x, l'adresse de cette variable peut être copiée dans une variable spéciale p appelée pointeur. Ensuite, pour retrouver l'information de la variable x, on passe par le pointeur p. L'adresse indirecte accède au contenu d'une variable en passant par un pointeur qui contient l'adresse de la variable. Exemple, soit x une variable contenant la valeur 20 et p et un pointeur qui contient l'adresse x. En mémoire, x et p peuvent se présenter comme suit. C'est-à-dire qu'un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une variable. En C, chaque pointeur est limité à un type de données. Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une variable ou d'une autre variable. En C, chaque pointeur est limité à un type de données. Si un pointeur P contient l'adresse d'une variable x, on dit P pointe sur x. Les pointeurs et le nom de variables ont le même rôle. Ils donnent accès à un emplacement dans la mémoire interne de l'ordinateur. Mais un pointeur est une variable qui peut pointer sur de différentes adresses. Le nom d'une variable reste toujours lié à la même adresse. Dans les opérations avec pointeur, il peut s'agir d'un opérateur adresse do et pour obtenir l'adresse d'une variable, d'un opérateur contenu
2 astérisque pour accéder au contenu d'une adresse, d'une syntaxe de déclaration pour pouvoir déclarer un pointeur. L'opérateur adresse de est non variable, fournit l'adresse de la variable non variable. L'opérateur est a été déjà utilisé dans la fonction scanf qui a besoin de l'adresse de ces arguments pour pouvoir les attribuer de nouvelles valeurs. Int x, printf, entrée, le nombre est entier, scanf, modulo d et x. Soit un pointeur non initialisé et une variable du même type contenant la valeur 20. Alors, l'instruction p et x affecte l'adresse de la variable x à la variable p. L'opérateur contenu du non-pointeur désigne le compteur de l'adresse référencé par le pointeur non-pointeur. Dans ce programme, là-bas à gauche, les objets i et p sont identiques. Ils ont même adresse et valeur. Cela signifie en particulier que toute modification de p modifie encore i. On peut donc manipuler à la fois les objets p et astérisque p. Ces deux manipulations sont très différentes. Voilà pour résoudre la différence. Avant la dernière intention de chacun de ces programmes, on est dans une configuration de type objet adresse continue. Pour i, b60a 3, pour j, b60a 6, pour p1, voilà pour p2. Après l'affectation p1, p2 du premier programme, on a le tableau adresse objet contenu. Pour i, ça n'a pas changé, pour j aussi, ainsi d'autres. Après l'affectation PI et P2 du second programme, on a I qui est objet et l'adresse, il y a aussi le contenu. I a valeur d'adresse B60A 3J B63 6 P1 A23 2 B6 63A P2 A23 4 B6 66 3A. La déclaration d'un pointeur type non pointeur déclare un pointeur non pointeur qui peut recevoir adresse de variable du type. Une déclaration comme int p nim peut être interprétée comme suit. P nim est du type int ou p nim est un pointeur sur int ou p nim peut contenir l'adresse d'une variable du type int. Arithmétique des pointeurs. La variable d'un pointeur étant un entier, on peut lui appliquer un certain nombre d'opérateurs arithmétiques classiques. Les opérations arithmétiques valides si le pointeur sont l'addition d'un entier à un pointeur. Le résultat est un pointeur de même type que le pointeur de départ. C'est-à-dire que la somme de deux pointeurs n'est pas autorisée. La soustraction d'un entier à un pointeur, le résultat est un pointeur de même type que le pointeur de départ. La différence de deux pointeurs pointa tous les deux vers les objets de même type. Le résultat est un entier. Si i est un entier et p est un pointeur, c'est un objet de type
type d'expression P plus 1 désigne un pointeur si un objet de type dont la valeur est égale à la valeur de P incrémentée de I. Pour la soustraction aussi d'un entier à un pointeur et pour les opérations d'incrémentation et de décrémentation, plus et moins. Voilà un certain exemple. Il y a main qui est la fonction principale, puis il y a int i qui est égal à 3, int p 1, p2, ainsi de suite, affiché p1 égale p2 égale. Par contre, le même programme avec le pointeur sur les objets de type double. Il y a main double i égale 3 double p1 p2, ainsi d'autres. Voilà. Les opérateurs de comparaison sont également applicables aux pointeurs, à condition de comparer les pointeurs qui pointent vers les objets de même type. L'utilisation des opérations arithmétiques sur les deux pointeurs est particulièrement utile pour calculer les tableaux. Si P et Q sont des pointeurs sur des objets de type P, l'expression P moins Q désigne un entier dont la valeur est égale à P moins Q / size of type. Allocation dynamique. Avant de manipuler un pointeur et notation de lui appliquer l'opérateur d'indirection, il faut initialiser. Sinon, par défaut, la valeur du pointeur est égale à une constante symbolique notée NIRL définie dans Stdion.h. En général, cette constante vaut 0. Le test P est-il égal à NIRL permet de savoir si le pointeur P pointe vers un objet. Initialiser un pointeur P par l'affectation sur P est possible. On peut affecter directement une valeur à P, mais pour cela, il faut d'abord réserver à P un espace mémoire de taille adéquate, c'est-à-dire dans le sens de créer une copie. L'adresse de cet espace mémoire sera la valeur de P. Cette opération consiste à réserver un espace mémoire pour stocker l'objet pointe. Ça s'appelle allocation dynamique. Elle se fait ainsi par la fonction malloc de la librairie standard stdlab.h. Sa syntaxe est malloc nombre octet. Cette fonction retourne un pointeur de type char pointant vers un objet de taille nombre octet. Pour initialiser des pointeurs vers des objets qui ne sont pas de type char, il faut convertir le type de la sortie de la fonction malloc à l'aide d'un cast. L'argument nombre octet est souvent donné à l'aide de la fonction sizeOf, qui renvoie le nombre d'octets utilisés pour stocker un objet. Ainsi, pour initialiser un pointeur vers un entier, on écrit include stdlab.h int p int malloc sizeOf int. On aura pu écrire également p égale int malloc 4. Puisqu'un objet de type int est stocké sur 4 octets, mais on préférera la première écriture qui a l'avantage d'être portable. Voilà par exemple cet exercice, un exemple de code écrit. Voilà, il est défini un pointeur P sur un objet P de type int et affecte à P la valeur de la variable i. Il imprime à l'écran
valeur de P avant l'initialisation égale 0, valeur de P après l'initialisation égale 5, 3, 6, 8, 7, 1, 1, 4, 1, 4. Valeur de P égale 3. Avant l'allocation dynamique, on se trouve dans la configuration. Voilà le tableau objet adresse contenu I. Voilà sa valeur P, voilà sa valeur. C'est l'adresse et c'est le contenu. À ce stade, P n'a aucun sens. Toute manipulation de la variable P générait une violation mémoire détectable à l'exécution par le message de l'air segmentation forte. Allocation dynamique a pour résultat d'attribuer une valeur à P et de réserver à cette adresse un espace de mémoire composé de 4 octets pour stocker la valeur de P. On a alors objet, adresse et contenu comme pour le tableau précédent. P est maintenant défini, mais sa valeur n'est pas initialisée. Cela signifie que P peut valoir n'importe quel entier. Celui qui trouvera précédemment à cette adresse, l'affectation P égale I en fait pour le résultat d'affecter à P la valeur de I. À la fin du programme, on a donc objet I, P et astérisque P. Il y a aussi adresse, il y a aussi contenu, comme pour le tableau précédent. Tandis que le programme suivant main int I égale 3 int P et I, il produit la situation suivante. Dans le dernier cas, les variables I astérisque P sont identiques et sont de même adresse, donc toutes les modifications de l'une modifient l'autre. Dans l'exemple précédent, P et I avaient la même valeur, mais les adresses différentes. Le dernier problème ne nécessite pas d'allocation dynamique, puisque l'espace mémoire à adresse et I est déjà réservé pour un entier. Fonction malloc permet également d'allouer un espace pour plusieurs objets contigus en mémoire. On peut écrire, par exemple, voilà l'exemple du code, grid studio.h, grid stadlab.h et ainsi d'autres. Voilà que I est initialisé à 3, J à 6. On a ainsi réservé à l'adresse donnée par la valeur de P 8 octets en mémoire qui permettent de stocker des objets de type int. Le programme affiche P et P astérisque à 3, P plus 1, dès qu'on incrémente, et ainsi de suite. La fonction calloc de la librairie stadlab.h a le même rôle que la fonction malloc, mais elle initialise en plus l'objet pointé P à 0. Sa syntaxe est la suivante. Ainsi, P est de type int x instruction. Elle est strictement équivalente à P égale int malloc for I égale 0, I inférieur à n, I incrémenté. Pour le moment, on va voir les adresses des composantes dans un tableau. Le nom d'un tableau représente l'adresse de son premier élément. Donc, le nom d'un tableau est un pointeur constant sur le premier élément du tableau. En déclarant un tableau de type int et un pointeur P sur int t 20, int astérisque P. Si P pointe sur une composante, quelque
quelconque d'un tableau, alors P plus 1 pointe sur la composante suivante. Plus généralement, P plus 1 pointe sur la ième composante dernière P et P moins 1 pointe sur la ième composante devant P. Ainsi, après l'instruction P égale T, le pointeur de P pointe sur T0 et P plus 1 désigne le contenu de T1, P plus 2 désigne le contenu de T2, ainsi de suite. P plus 1 désigne le contenu TI. Pointeur et tableau à plusieurs dimensions. Un tableau a des dimensions et, par définition, un tableau de tableaux. Il s'agit d'un pointeur vers un pointeur. Tab est un pointeur qui pointe vers un objet lui-même de type pointeur d'entier. Tab a une valeur constante égale à l'adresse du premier élément du tableau, tab 00. Comme tab I pour I entre 0 et M-1 est un pointeur constant vers un objet de type entier qui est le premier élément de la ligne d'indice I, tab I a donc une valeur constante qui est égale à tab I0. Exactement comme pour les tableaux à une dimension, les pointeurs de pointeurs ont de nombreux avantages sur le tableau multidimensionné. On déclare un pointeur qui pointe sur un objet de type de dimension de la même manière qu'un pointeur, c'est-à-dire de type node du pointeur. De même, un pointeur qui pointe sur un objet de type équivalent à un tableau à 3 dimensions. Si on désire en plus que tous les éléments du tableau soient initialisés à 0, il suffit de remplacer l'allocation dynamique dans la boucle for par tab I, int calloc n size of int. Contrairement au tableau à des dimensions, on peut choisir des tailles différentes pour chacune des lignes. Tab I, par exemple, si on veut que tab I contienne exactement I plus 1 élément. On écrit for I égale 0, I inférieur à k, I incrémenté, tab I int malloc I plus 1 size of int. Pointeur et chaîne de caractères. Comme un pointeur sur int peut contenir l'adresse d'un nombre isolé ou d'une composante d'un tableau, un pointeur sur char peut pointer sur un caractère isolé ou sur des éléments du tableau de caractères. Un pointeur sur char peut en plus contenir l'adresse d'une chaîne de caractères composante et il peut même être initialisé avec une telle adresse. L'affectation. On peut attribuer l'adresse d'une chaîne de caractères constante à un pointeur sur char. Exemple, char C, char Sari. Voilà le tableau. Puis pour le moment, on va voir l'initialisation. Un pointeur sur char peut être initialisé lors de la déclaration si on lui affecte l'adresse d'une chaîne de caractères constants. Mais il existe une différence importante entre deux déclarations. T est un tableau qui a exactement la grandeur pour contenir la chaîne de caractères et la terminaison. Les caractères de la chaîne peuvent être changés, mais le noté va toujours pointer sur la même adresse en mémoire. C est un pointeur qui est initialisé de façon à ce qu'il pointe sur une chaîne de caractères constante stockée quelque part en mémoire. Le pointeur peut être modifié et pointe sur autre chose. La chaîne constante peut être lue, copiée ou affichée, mais pas modifiée.
pointer structure. Pointer sur une structure. Contrairement au tableau, les objets de type structure en C sont des R-Vary. Ils possèdent une adresse correspondant à l'adresse du premier membre de la structure. On peut donc manipuler des pointeurs sur des structures. Voilà l'exemple. Encore que je dirais pas petit. Vous voyez include studio lab hash, include studio hash, struct, rev, char no, ainsi d'autres jusqu'à la fin. Ce que on devrait savoir ici, c'est-à-dire que chaque instruction, chaque code est précédé par un point virgule. Vous nommez pas un point virgule, le code ne compile pas. Vous n'aimez pas des accolades ici, il est nécessaire, le code ne donne pas. Continuons. Si peut être un pointeur sur une structure, on peut accéder à un membre de la structure pointé par expression. Les parenthèses sont obligatoires car l'opérateur d'indirection est prioritaire par rapport à l'opérateur de membre de structure. La notation simplifiée utilise l'opérateur pointeur de membre de structure notée supérieure. L'expression précédente est strictement équivalente à P membre. Ainsi, dans le programme précédent, on peut remplacer tab I, respectivement par tab PIS1, tab D. Structure autoréférencée. On a souvent besoin en C de modèles de structure dont un des membres est un pointeur vers une structure de même modèle. C'est tout lors de la construction de listes chaînées. On peut donc représenter une liste d'éléments de même type par un tableau ou un pointeur. Toutefois, cette représentation dite contiguë impose que la taille maximale de la liste soit connue a priori. On a besoin du nombre d'éléments du tableau lors de l'allocation dynamique. Pour résoudre ce problème, on utilise une représentation chaînée. L'élément de base de la chaîne est une structure appelée série qui contient la valeur d'un élément de la liste et un pointeur sur l'élément suivant. Le dernier élément pointe sur la liste vide NRUU. La liste est alors définie à un pointeur sur le premier élément de la chaîne. Voilà que liste L nous donne 1, puis nous donne 2, nous donne 3, nous donne 4, nous donne NURL. Pour représenter une liste d'entiers sous forme chaînée, créez le modèle de structure solide qui a deux champs. Un champ valeur de type int et un champ suivant de type pointeur sur struct solide. Une liste sera alors un objet de type pointeur sur struct solide. Grâce à un mot-clé type def, on peut définir le type de liste synonyme du type pointeur sur une struct solide. La représentation chaînée permet d'insérer facilement un élément à un endroit quelconque de la liste. Pour insérer un élément en tête de la liste, on utilise la fonction suivante. Liste insérée, int élément liste 0, liste L list malloc size of struct series, rvar égale élément I suivant return. Le programme crée une liste d'entiers et l'imprime à l'écran. Voilà par exemple le programme. Comme je l'ai dit là-bas en haut, vous commettez une seule erreur, le programme ne compile pas parce que le langage C est un langage compilé, mais pas un langage interprété.
Et voilà qu'on a fait les exercices. Et j'espère que tout le monde est à mesure de résoudre un exercice. Voilà le premier exercice par exemple, et qui est un programme permettant de ranger par ordre de grandeur un nombre d'une suite. Ici, j'espère que vous pouvez résoudre. Et voilà aussi d'autres exercices. Et que nos cours s'arrêtent par là, par-ci. Merci de nous avoir suivis. Voilà. C'était la dernière partie de notre cours programmation en C. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça peut arriver que c'est la première fois que vous regardez nos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Ça peut arriver aussi que vous avez quelque chose à dire sur la vidéo. Mais là, dans les commentaires, on peut entrer sur pour les commentaires. Et on est à votre disponibilité pour répondre à toutes questions posées. Sans oublier aussi de partager pour que les autres aient aussi sachent comment programmer en C, le principal élément à savoir pour programmer en C et ainsi d'autres. Ok, merci de nous avoir suivis. Adieu, à la prochaine. Ciao, ciao.